Bienvenue sur Cap sur l'avenir, le podcast d'Apex Éducation. Je suis Laurent Pasquet, le PDG d'Apex Éducation. C'est notre quatrième épisode et aujourd'hui, je reçois Alban Ferrieux. Bonjour Alban. Bonjour Laurent, enchanté d'être là avec toi aujourd'hui. Alors Alban, c'est un grand plaisir parce que tu as un parcours extraordinaire. Tu n'avais pas de passeport avant 21 ans. Tu es breton, fier de l'être. Tu n'avais jamais quitté notre belle Bretagne et tu es devenu, après 12 ans d'expérience de conseiller d'orientation, tu es devenu un des plus grands acteurs, de l'éducation, à l'étranger, des études à l'étranger en France. Alors, évidemment, on va avoir plein de questions à te poser. Tu travailles avec les familles, avec les ados, tu travailles aussi avec les lycées. Hem Explique-nous comment cette idée était venue et pourquoi toi, tu t'es spécifiquement dit: «Ça a énormément de sens si je travaille aussi avec les lycées». Est-ce que, quand tu travailles avec un lycée, ça a un impact sur la qualité des dossiers de tes étudiants? Dis-nous tout. Ouais, alors donc effectivement, moi je suis psychologue de formation et quand je suis, parti pour la première fois à l'étranger, donc c'était à Toronto en permis vacances-travail pour, 1 année à la base et je ne savais même pas que le rôle de conseiller d'orientation en fait à plein temps dans un établissement scolaire, dans des écoles internationales était quelque chose qui existait. Je savais même pas trop qu'il y avait un réseau des lycées français de l'étranger. Hein, j'ai découvert maintenant qu'il y a plus de 500 établissements, français à l'étranger. C'est le réseau national le plus puissant, qui existe, enfin, en termes parce que même les écoles américaines ou anglaises, même s'il y en a plus, elles ne sont pas toutes autant fédérées, et contrôlées que ne l'est le réseau des lycées français de l'étranger. Donc j'ai découvert ce monde des lycées français à l'étranger, des écoles internationales américaines, anglaises, à l'international, l'IB et cetera. Et puis donc moi j'étais psychologue, conseiller d'orientation, c'était un métier auquel j'avais pensé parce que j'aimais beaucoup travailler avec les jeunes. Mais voilà, en France, être psy éducation nationale, ça me faisait pas trop, rêver. Donc je m'étais dit peut-être plus tard dans ma carrière, voilà. Et puis donc je suis arrivé au lycée français de Toronto et là je me suis rendu compte que, eh bien dans toutes les écoles privées en Amérique du Nord, et puis dans les écoles internationales, il y avait un, voire 2, 3, 4, même des équipes parfois de 5, 6, 7 conseillers d'orientation à plein temps. Et donc là, on parle de personnes qui font vraiment de l'orientation, donc pas forcément des psychologues scolaires, pas forcément, des conseillers, des CPE, enfin vraiment des gens, dont le métier est centré sur l'accompagnement des jeunes vers, les études et les universités à l'international. Donc en arrivant au lycée français de Toronto, il y avait quelques profs qui faisaient ça un peu en décharge horaire comme dans beaucoup de lycées, en France et à l'étranger. Parce que dans la culture française, le conseiller, expert des candidatures internationales, c'est pas un job qui est, prévu dans les effectifs. Et donc, voilà, aux 1 année, je me suis installé là-bas. Ils étaient intéressés pour que j'aide le département, justement, les profs qui faisaient de l'orientation et puis au final, ils ont créé le poste de conseiller d'orientation à plein temps, je dirais pas pour moi, en tout cas grâce à moi, voilà, via ce travail avec les familles qui étaient demandeuses et puis il y avait une pression, pour ce lycée français de Toronto par rapport aux autres établissements qui étaient à côté, privés. Les familles, ouais, il y a des frais de scolarité qui peuvent être conséquents, disaient: «Bah, pourquoi nous on n'a pas ce service-là d'avoir quelqu'un un peu expert qui va nous guider pour, voilà, si on veut aller étudier, que ce soit au Canada, mais aussi aux États-Unis ou revenir en Europe». Voilà et en fait, il y a un vrai, monde qui existe, de ces conseillers d'orientation internationaux, très en lien avec les responsables d'admission des universités, en fait, internationaux. Il y a des grandes associations. Là, je reviens de Prague où j'étais hier, on avait notre conférence IACAC, qui est la grande association internationale, hem et donc qui est tous les étés aux États-Unis. Puis là, il y avait un forum, en Europe où voilà, on était 200 responsables d'admission, moitié responsables d'admission, de grandes universités internationales et moitié conseillers d'orientation, internationaux. Et donc voilà, donc j'ai découvert cette carrière, magnifique. Ça alliait, ma formation en psychologie, et puis, ma passion pour travailler avec les jeunes et dans l'éducation. Et de là, je suis passé après, dans une école américaine, American School, American Community School de Londres, système IB, et système américain pendant 4 ans. Et ensuite Singapour, dans une école anglaise là, IB aussi, mais A-levels et IGCSEs, également, pendant 3 ans. Et donc pendant 12 ans, j'étais vraiment conseiller en école, à travailler donc avec nos familles, exclusivement, les familles de l'école. Et voilà, à Singapour, on était 4 à plein temps, et on fait des fly-in tout le temps. On va visiter les universités, on est en réseau avec les universités, on rencontre nos élèves, 1 fois toutes les semaines, 1 fois toutes les 2 semaines, et donc j'ai découvert un monde
qui, voilà, bon, déjà que je ne connaissais pas et même qui en France est peu connu. Ouais, tout à fait. Les gens ne réalisent pas que, ça existe et qu'en fait, quand ils candidatent à des universités internationales, ils sont en compétition, avec des élèves qui ont dans leurs écoles parfois une expertise très forte, un réseau de responsables d'admission très fort. Et donc il peut y avoir un vrai désavantage pour ces familles-là, s'il n'y a pas un accompagnement et quelqu'un qui peut les aider à, voilà, à enclencher ça. Et donc c'est pour ça que depuis quasiment 3 ans aujourd'hui, j'ai lancé Anywhere Uni. Je suis rentré en France, j'ai réinstallé avec ma famille, ici, et j'ai lancé Anywhere Uni pour justement aider, heu, donc tant les établissements qui n'ont pas l'expertise encore en interne, que les familles qui sont dans des établissements justement où il n'y a pas de conseiller, professionnel expert au sein de l'établissement, afin de les guider, voilà, vers, les études à l'international. Alors, est-ce que tu vois des grosses différences entre les dossiers d'étudiants qui ont, soit des conseillers en interne ou qui travaillent avec toi et tes équipes et les étudiants qui viennent, sans accompagnement de leur lycée? Bah, complètement puisque, on a des élèves qui nous contactent à différents moments du processus. L'idéal, c'est quand ils nous contactent, 3e, seconde. Ouais, c'est Ça ça. démarre pas forcément des accompagnements très lourds, dès la troisième e ou au début de la seconde, mais, en tout cas, il y a des vrais enjeux, dès la seconde, et donc on voit bien que les élèves qui démarrent avec nous dès ces moments-là, ils vont faire les bons choix, que ce soit en termes de choix de spécialité, ils vont, Ouais, sans y reviendra, ouais. voilà, l'anglais, les passages de tests, enfin il y a énormément de choses à mettre en place et les familles qui malheureusement nous contactent en début de terminale, c'est trop tard ou presque, c'est souvent trop tard. On peut trouver toujours des solutions si les jeunes sont très motivés, mais en tout cas, il y a des options qui vont déjà être fermées et c'est trop tard pour beaucoup de choses. Donc il y a une vraie plus-value, tant en termes d'expertise et de préparation des dossiers qu'en termes de proactivité pour mettre les Bien choses en sûr. place comme il faut. Et est-ce que tu vois, nous, on voit qu'il y a une tendance vers le développement de la scolarité à l'étranger, surtout depuis le Covid. Est-ce que toi, tu vois aussi cette tendance qui monte sur les études à l'étranger? Ah complètement, je pense qu'il y a une vraie, alors déjà la France, j'avais vu cette statistique que c'est le pays qui envoie le plus d'étudiants dans le système Erasmus, donc il y a une vraie, je pense, il y a eu une vraie culture maintenant en France de se dire: «Bah, une expérience à l'étranger, c'est nécessaire, c'est attendu, c'est tout le monde est convaincu que c'est quelque chose de top». Mais c'est vrai que les études en France sont peu chères et sont qualitatives. Donc, il y a on n'est pas le premier pays, alors je travaille aussi pas mal avec le Maroc, par exemple. Les 2 tiers des élèves, qui en travaillent partent hors du Maroc. En France, il y a une vraie qualité du système éducatif. Il y a beaucoup on peut étudier tous les domaines et c'est souvent peu onéreux. Évidemment, on a des choix qui sont plus chers que d'autres, mais en tout cas, on peut accéder à une éducation de qualité pour peu cher et donc dans la mentalité française, aller payer, beaucoup plus cher, pour un diplôme équivalent ou voilà, dans un autre pays qu'on connaît moins et cetera, il y a pas forcément cette logique. Mais ça change et les familles commencent à se rendre compte, bah, déjà notamment en Europe, dans l'Union européenne, Irlande, Pays-Bas, Espagne et cetera. Il y a des options qui sont pas beaucoup plus chères, de grande qualité, où on peut étudier tout en anglais et ils commencent à se rendre compte que, ah bah, en fait, un diplôme de premier cycle entièrement fait hors de France, on peut revenir vers des grandes écoles en Mmh. France, on peut, ça commence à être reconnu en France et donc je vois qu'il y a quand même, voilà, le niveau d'anglais des Français de manière générale, je pense, augmente, Ouais. et l'envie de partir faire ses études à l'étranger et je pense qu'il y a des barrières qui tombent et au-delà de ouais, les familles sont prêtes. Alors, à ton avis, pourquoi est-ce que ces jeunes ont de plus en plus envie de partir, aller à l'étranger? Tu sens un changement de leurs aspirations? Est-ce que c'est une recherche de sens? C'est lié à la façon d'enseigner? Est-ce que c'est parce qu'on développe plus les soft skills dans les pays anglo-saxons? Est-ce que c'est moins théorique? Est-ce que voilà, Je pense qu'il y a un peu de tout ça, les jeunes, je pense même en étant en France, en ayant toujours vécu en France, sont exposés, mmh, énormément à la culture anglo-saxonne et notamment, hein, prioritairement, on est influencé par beaucoup de cultures de plein de pays, mais la culture américaine, anglaise et cetera, par les séries, par la musique, par, tout ce qu'ils peuvent voir sur les réseaux. Voilà, ils sont exposés à ça, ça les fait rêver souvent. La maîtrise de l'anglais est quelque chose qui est considéré comme très cool, par les jeunes et puis au-delà de ça, je pense qu'ils se rendent compte et les parents se rendent compte que c'est, essentiel pour avoir des carrières, optimisées, aujourd'hui. ouais. Alors je reviens sur la maîtrise de l'anglais. Est-ce que justement, le niveau d'anglais, c'est un frein parfois? Est-ce que ça, qu'est-ce que ça t'apporte de bosser avec nous justement sur l'apprentissage de l'anglais? Est-ce que, tu vois que
des élèves qui ont fait un summer camp, un enrichment, voire même une scolarité à l'étranger, est-ce qu'ils ont un avantage? Lequel? Comment tu perçois ça? Si tu peux nous dire un peu Ouais. comment tu valorises tout ça dans les dossiers? Je le vois très clairement puisqu'on travaille beaucoup nous, aussi également avec des étudiants en France, mais aussi on travaille énormément avec des étudiants qui sont hors de France, dans des lycées français. Et c'est vrai que donc souvent ces profils-là, il y a pas de questions. L'anglais, le bilinguisme est là, ils ont des parents de 2 pays différents, ils ont grandi dans des pays anglophones et cetera. Donc le bilinguisme est là. Et maintenant qu'on travaille beaucoup, également avec des élèves, français, là, il y a beaucoup plus cette question qui se pose, et qui est une vraie problématique. C'est pas, juste, on a le niveau, on a les notes, donc on peut rentrer dans une université internationale. Il faut forcément valider un niveau d'anglais, minimum, en général B2 voire, C1. Et ça, c'est pas évident quand on a suivi une scolarité en France, qu'on n'a jamais vécu à l'étranger, qu'on est voilà, il y a quelques écoles internationales en France, quelques écoles qui proposent le double diplôma, le BFI et cetera. Mais voilà, c'est tous les élèves n'ont pas accès à ça, et même ceux qui ont accès à ça, s'ils n'ont pas démarré, très jeunes, c'est pas forcément évident. Notamment, il y a des blocages au niveau de l'expression orale, et ça, on de plus en plus, spécialement dans l'ère covid, les universités demandent maintenant, font des entretiens, hein, et donc au-delà d'avoir le test avec le score il faut être capable de tenir une conversation de 20 minutes, une demi heure en anglais, avec des accents différents, ça peut aller Ouais, vite. participer au case, par exemple, Exactement. mmh. Et donc voilà, il y a même des ouais, ça, des tâches de groupe, il peut y avoir plein de formats. Il y a le Kira Assessment aussi où il y a une question qui apparaît, il faut répondre en anglais en 5 minutes, enfin voilà. Il y a des et ça le je le vois vraiment et j'encourage énormément les élèves français qui n'ont jamais vécu à l'étranger d'aller faire ce parce que parfois ils ont l'oreille, parce qu'ils ont écouté des séries, mais la langue ça bloque. Ouais, bien sûr. Et voilà, donc je vois vraiment l'avant et l'après sur des séjours comme ça. En France, on a aussi un petit peu cette culture de on se juge les uns les autres, Ouais, au niveau de l'accent français et oui, oui. cetera. Tout le monde aime l'accent français, hein. Pour avoir vécu beaucoup à l'étranger, j'avais au début un peu honte de mon accent, français. C'est so Ouais. cute. Et en fait, c'est so cute, voilà, c'est ça. Donc tout le monde, on a de la chance d'avoir un accent, même si nous on l'aime pas entre nous. Ouais. Les à l'étranger, ils le trouvent, plutôt mignon cet accent. Donc voilà, il y a un blocage psychologique qui a pas raison d'être, sur la libération de la langue, parce qu'on est peut-être un peu critique en France. Et donc partir à l'étranger, se retrouver avec d'autres jeunes, qui sont en apprentissage, voilà, ou avec des natifs, bah, ça va complètement débloquer. Et après les jeunes, voilà, ils vont participer plus en classe et voilà, on pense que c'est essentiel d'avoir cette ressource à proposer aux élèves qui en ont besoin. Bon, donc tu changes la vie de nos jeunes, toi aussi. Est-ce que tu peux nous partager un cas inspirant, un élève ou une école pour laquelle, tu as tout changé? Oui, alors il y en a plein, hein. Tous les ans, on accompagne des dizaines et des dizaines d'élèves. Il y en a Là, qui il y a t'a particulièrement touché? ouais, ouais, il y en a un qui m'a touché très récemment, une famille, qui nous contacte un petit peu en panique, un peu tard, on est en terminale, Voilà. voilà, et la plupart des deadlines dans plein de pays, c'est déjà passé et cetera. Qu'est-ce qu'on peut faire? Un dossier scolaire, qui était pas au top, top, top. Un élève qui voulait faire du business, et puis, voilà, la famille était prête par contre à partir loin. Ouais. Et puis il y avait il y a une école, avec qui on s'entend très bien, qui s'appelle la Nagoya, University School of, Business, donc une business school à Nagoya, pardon, au Japon, avec des doubles diplômes en France, avec Audencia, avec, Neoma, si je me trompe pas, avec ils en ont 3 ou 4, où on fait 3 ans, à Nagoya, sur le campus entièrement en anglais pour un bachelor, business, et ensuite 1 an dans l'université en France, et on a les 2 bachelors. Et voilà, et cet élève-là qui avait pas la spécialité maths, ce qui bloquait pour beaucoup de dossiers au niveau, business school, et bien, voilà, cette école-là qui cherche à recruter des étudiants internationaux de plein de pays différents, et qui a une vraie culture, c'est une université qui est, problem based, ça veut dire que voilà, ils veulent que les jeunes participent en cours. Mmh. Et bien, ce jeune-là, en fait, était très, très motivé, même si le dossier scolaire sur le papier, j'avais un peu peur, je me dis: «Qu'est-ce qu'on va lui trouver à ce stade de l'année?» Eh bien, on l'a mis en contact avec eux. Il a été sélectionné pour un entretien, et puis, voilà, il a cartonné à l'entretien, et il part à Nagoya, dans un truc qui va être, hyper démarquant pour la suite, Ça, pour sa c'est carrière. extraordinaire, un bachelor, oui. Alors qu'on aurait pu se dire: «Bah, il va finir dans, à essayer de faire, je sais pas quoi en France, qui se retrouver dans la Oui, un masse». truc par défaut, Là, il va se démarquer. c'est génial. Alors, je vais quand même te questionner un petit peu sur tes secrets, si tu me permets. Heu, Quand quelqu'un vient te voir, comment s'articule une candidature type? Par quoi tu commences? Combien de temps il faut prévoir, d'accompagnement? Quelle est
la durée du process? Est-ce qu'il y a des grandes étapes clés? Enfin, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu Ouais, plus? alors c'est sûr qu'il y a des grandes étapes clés. Plus on est marteau, mieux c'est, hein. C'est un message que je ne peux que répéter, Oui, donc on a bien compris, troisième seconde, c'est l'idéal pour commencer à se poser et c'est les bien, premières c'est questions. ça. Au moins pour faire les bons choix, l'idée par exemple, autrefois que la triplette, enfin la série S, maintenant la triplette scientifique, ouvre toutes les portes, n'est plus vrai avec, et donc il y a, des King's College, des UCL, pour les sections business qui demandent en spécialité de terminale, HGGSP ou SES, D'accord. par exemple. Et donc les familles qui se diraient: «Bah, on tente ça et puis en fait on va faire de la finance, on va faire» attention, Ouais. c'est souvent vrai, hein, que les spécialités scientifiques et notamment s'il y a les maths, c'est bon, ça ouvre quasiment toutes les portes. Mais il y a quand même, une expertise un peu fine et des choses qui changent tout le temps. Et donc nous, on est vachement là-dessus pour pouvoir, aider les familles à faire les bons choix. Donc voilà, les étapes, je dirais la première étape, c'est l'anglais. Hein, la première étape, c'est valider le niveau d'anglais. Nous, on va pas démarrer un accompagnement, complet si on se dit que le jeune ne peut pas arriver à un niveau B2, B2+, C1, hem, d'ici le début des candidatures. Donc ça, c'est la question de base et donc si on le repère tout de suite, on va l'envoyer vers vous ou voilà, en tout cas, Donc on est on va d'accord que très c'est plutôt l'IELTS que le Cambridge? Parce que tout le monde parle de alors, Cambridge, mais en tout cas, c'est pas le TOEIC. Ça, c'est celui qu'il faut parce que le TOEIC, c'est vraiment pour le la du professionnel. TOEFL ou IELTS, on va ouais. dire que c'est les 2 qui sont TOEFL acceptés. pour les US et IELTS pour le Voilà, Royaume-Uni. c'est ça. Ils sont en tout cas originaires de là, mais au final, les 2 sont acceptés des 2 côtés. Donc ces 2 là, il y a pas de on se plante pas. Le Cambridge, le problème, c'est qu'en fait, il y a plein de niveaux de Cambridge. Donc les Mmh. familles ne voient pas toujours le truc. Ils passent un Cambridge, mais en fait, c'est un Cambridge, est-ce que c'est le first? Est-ce que c'est l'advanced? Est-ce que, LPC. voilà et c'est pas toujours moins bien reconnu parfois dans certains pays. Donc le Cambridge peut marcher notamment en Europe. Mais ça marche pas pour les visas en plus, le Cambridge. Alors, en fait, ça dépend. Ça dépend, du pays d'où on vient. En tant que Français, ça peut marcher, sur certains niveaux d'université, ça peut marcher. Mais effectivement, il y a notamment le IELTS UKVI. Quand on vient avec certains passeports, il faut passer celui-là, pour pouvoir avoir le permis d'études. Donc, le plus safe, c'est C'est l'IELTS. ouais, OK. Voilà et donc oui, pour les étapes, voilà, il y a l'anglais, c'est la première étape. Ensuite, nous, on va travailler avec la famille, avec sur la base du dossier scolaire, sur la base du budget de la famille aussi, parce qu'on a tout à l'étranger. On peut étudier gratuitement quasiment, en Irlande ou en Suisse et puis on peut, avoir des frais de scolarité à 60 000 € l'année, juste de frais de scolarité aux États-Unis, ou en médecine, au Royaume-Uni. Donc, il y a vraiment le range est là. Donc nous, on travaille avec la famille de se dire, bah, quel est le budget, l'enveloppe, pour les études. Le niveau d'anglais, le niveau, académique, le profil du jeune de manière générale et là, ça dépend vraiment des pays. Et puis, voilà, nous, on va faire tout le travail de découverte, exploration des options qui existent, arriver à une shortlist d'université qui va, être ambitieuse, plaire à la famille, correspondre au profil du jeune et puis être stratégique, voilà, en termes des choix plus ou moins, sélectifs. Et puis après, on est dans toute la démarche de préparation. On ne fait pas de test prep, donc Ouais. on ne prépare pas au test d'anglais, on ne prépare pas au SAT, on ne prépare pas aux tests comme ça, mais on va guider les élèves sur les ressources, sur, voilà, et puis, rediriger vers des partenaires, si c'est de la préparation de test. Bon, alors on sait bien que, bon dossier n'implique pas nécessairement admission assurée. Heu, Qu'est-ce qui va faire la différence aujourd'hui? Quelles sont les grosses erreurs que tu vois? Est-ce que c'est les activités, les notes, l'essai? Dis-nous un peu Alors ça comment prioriser, comment travailler, comment ouais, je vais essayer de répondre, c'est pas évident, je c'est sais. pas évident parce que ça dépend vraiment des pays. C'est-à-dire que, dossier égale admission, ça existe, au Canada, par exemple. Le Canada, d'excellentes notes garantissent quasiment l'admission, là où on veut. On peut voir sur leur site les notes qu'il faut. Ils regardent rien d'autre. Il y a pas de CV, pas de lettre de motivation, pas de lettre de recommandation, pas de SAT, pas voilà. Test d'anglais, bulletin. Donc ça existe, voilà, une école comme Bocconi, c'est pareil, ça va vraiment être, bulletin de seconde, bulletin de première et le SAT. Voilà, donc là, il y a quelques cas comme ça où, on peut presque assurer l'admission si on a un dossier au top du top. Dans, beaucoup de pays, par contre, c'est pas le cas, notamment donc l'approche américaine aux États-Unis, c'est une approche holistique de l'admission. Ça veut dire que le dossier académique, évidemment, est la base. Il faut d'abord passer ce cap-là. Si on a, 14 de moyenne, on ne sera pas pris à Harvard. Mais par contre, un élève qui a 18 de moyenne, c'est pas garanti qu'il soit pris à Harvard. Donc le dossier scolaire, c'est la première étape qui fait qu'on n'est pas éliminé, qui vont ouvrir le dossier. Mais après, il y a énormément de pièces qui s'ajoutent au dossier. Aux États-Unis, en gros,
Ce qui les intéresse, c'est de trouver des profils. Ils cherchent vraiment des profils à recruter, une classe d'élèves qui va être diverse, avec des profils, voilà, variés, et donc ils vont, chercher des élèves qui apportent quelque chose au campus au-delà d'être, brillants académiquement. Ils vont préférer un élève qui a peut-être 16 de moyenne, mais qui fait, de l'opéra lyrique, ou qui est, sportif de haut niveau, ou qui a, fait un projet humanitaire, impressionnant, plutôt qu'un jeune qui a 18 avec un 2 points de plus, mais qui, à part aller en cours, n'a absolument aucune passion, n'a rien fait en dehors, de la salle de classe. Donc ça, c'est les États-Unis. Donc là, effectivement, il faut démarrer tôt, hein, parce que si parfois le jeune a déjà une histoire, du storytelling, il l'a déjà, il a déjà un sport, il a déjà une activité dans laquelle il est extrêmement, une passion dans laquelle il est très investi. Mais pour des jeunes qui seraient bons, motivés, curieux de plein de choses, mais qui n'auraient pas, fait quelque chose d'un peu «extraordinaire» entre guillemets, il faut un peu trouver ce passion project. Comment est-ce qu'on va mettre ça en place assez tôt? Alors qu'au Royaume-Uni, en Europe plutôt de manière générale, même s'il y a certaines universités en Europe comme IE qui sont plutôt à l'américaine, sur le type de profil d'élèves qu'ils cherchent. Au Royaume-Uni, on est plus sur, il faut de l'academic enrichment. Donc, il faut que l'élève se soit plongé. Là, on s'en fiche si c'est un champion de foot, basket, mais il faut que l'élève en ait fait beaucoup plus que ce qu'on lui demande, en classe, dans le domaine académique qu'il vise. Donc, voilà, un élève qui veut faire, des sciences politiques, il ne faut pas juste qu'il ait pris l'aspect AGGSP et qu'il ait des bonnes notes, il faut qu'il lise l'actualité en anglais tous les jours. Il faut qu'il ait peut-être fait, un programme d'échange, un enrichment camp où il va aller étudier, la géopolitique, américaine aux États-Unis, où il va aller, voilà. Si on veut faire, de l'informatique, est-ce qu'il a appris à coder, on the side, et cetera. Donc on cherche des profils qui sont, qui poussent au niveau académique, avec, des cours en ligne, avec des cours, avec des stages, des enrichment camp, pour, avoir de la matière, et se frotter, on va dire, à la discipline académique au-delà de ce qu'ils font en cours. Ouais. Alors, tu as effleuré le sujet. Est-ce que tu veux ajouter des choses sur les spécialités? Bon, la mort des filières S. Est-ce qu'il y a des matières, des idées reçues qu'il faudrait évacuer dès maintenant, Alors, pour ceux qui vont venir te voir, trop tard? ouais, les maths, c'est la matière la plus qui a le plus d'enjeux, hein, Ouais. c'est clair. Hem, Ne pas prendre les maths en première, c'est un vrai, on peut le faire, mais il faut être sûr de soi. Vraiment, c'est droit ou, langue et littérature, voilà. Même dans les sciences sociales, il peut y avoir un petit Ouais, il y peu a des stades dans les de des sociétés. SAT. Dans les business schools, clairement, le niveau de maths est important, donc les maths, il faut faire très attention. L'aspect maths en première est quand même, dans une grande majeure partie des cas, nécessaire, et permet de maintenir des portes ouvertes. Le niveau de maths, de manière générale, maintenant, il faut faire attention aux maths expertes, qui à la base était une option, et qui n'est même pas offert dans tous les lycées. Et bien, maintenant que ça y est, les universités ont commencé à capter, le nouveau bac français. Elles ont du mal à s'adapter, mais à force de leur rabâcher maintenant, elles comprennent bien le truc, et donc du coup, pour différencier les élèves, elles se mettent à demander maths expert de manière obligatoire. J'ai une élève, par exemple, qui, 17 de moyenne, en spé maths en terminale, Université de Montréal, pour faire de la physique. Ouais. Heu, Elle était prise, dans des top, universités, ailleurs en Europe, donc on se posait même pas la question, refusée alors qu'il faut 11 de moyenne. Mais maths experte Ah est oui. maintenant obligatoire pour faire de la physique à l'Université de Montréal. Et il y a des universités comme ça qui commencent à mettre maths expert obligatoire ou spé maths obligatoire, alors que c'est pour faire de l'économie. Voilà, donc il faut faire attention aux maths. C'est une vraie question à se poser. Il faut pas forcer. Si l'élève est en souffrance en maths et qu'il est passionné par d'autres choses, voilà. Il vaut mieux qu'il ait pas de maths et un très bon dossier scolaire, mais en tout cas, il faut se le faire en conscience. Et après sur les spécialités, oui, donc il y a certaines écoles qui, comme je disais, au Royaume-Uni, qui peuvent demander une spécialité, qu'on appelle essay based, donc avec, plus d'écrits, comme la SES ou la GGSP. Et puis au niveau des spécialités scientifiques, là, c'est pour la médecine que c'est un peu compliqué, voilà, certains pays, il faut qu'il y ait, l'équivalent de biologie-chimie en terminale, donc ça fait, spé SVT, spé physique-chimie, maths complémentaires en terminale, et dans d'autres, il vaut mieux garder les maths avec la physique-chimie en spé en terminale. Donc là, ça dépend vraiment des pays visés. Oui, donc il faut déjà savoir qu'on veut faire médecine, dès la première Ça, et le pays dans lequel on veut faire. Et quoi. Nous, on est là justement pour oui, guider, pour là où ça et devient compliqué, où on capable au moins d'éliminer des choix, même si oui, c voilà, même si on n'est oui, pas déjà, voilà. et votre valeur ajoutée, en fait, elle est là. Bah, Vous connaissez les causes et vous pouvez dire: «Voilà, si tu fais ça, tu te fermes tel pays, tel pays». voilà, ici, ça va être un problème, ici, ça va pas être un problème.
Est-ce qu'il y a des idées reçues que tu veux balayer du genre, c'est réservé aux très riches, tu l'as dit, Oui, oui, oui. il y a des pays, où c'est pas plus cher qu'en France, en Mmh fait? et nous, c'est ça, hein, la plateforme Anywhere Uni, la motivation première, c'était ça. C'est-à-dire que les écoles privées qui ont des conseillers d'orientation, experts en interne, c'est souvent cher. Les accompagnements privés, ça a quand même un coût. Et donc on a développé une plateforme Anywhere Uni avec des programmes à partir de la seconde, des programmes vidéo, qui sont soit gratuits pour nos écoles partenaires, les élèves de nos écoles partenaires, soit, vraiment très peu chers. On a des lives chaque semaine avec un peu sur ce format, avec, une université, un responsable d'admission d'une université différente et on essaie vraiment d'être curieux et d'aller chercher des programmes, au-delà des big names qu'on invite évidemment aussi, mais, on essaie d'inviter, plein de profils. Et donc l'idée, c'était de donner plus d'accès parce que il y a des options d'études à l'international qui sont tout à fait équivalentes à ce qu'on trouve en France. Donc c'est pas vrai qu'il faut forcément, vendre sa maison pour aller faire des études à l'international. Ça peut être vrai dans certains pays, mais, en Europe, notamment dans l'Union européenne, au Québec, grâce à l'accord France-Québec, on a des frais de scolarité limités à 8 000 € par an. Voilà, donc c'est un budget, mais ça c'est plus accessible que beaucoup d'endroits. Donc c'est pas forcément, inaccessible même avec un budget, limité et en termes de dossier scolaire, c'est pareil. Il y a certains pays, en fait, qui ne regardent pas les bulletins. Au Royaume-Uni, on n'envoie pas les bulletins, hein, c'est ce qu'on appelle les predicted grades, donc c'est une prédiction sur le bac. Donc un élève qui serait performant en examen, peut tout à fait, viser des tops, au UK, même si, voilà, les résultats scolaires n'ont pas été hyper réguliers, par exemple. Pareil pour la Suisse, on est vraiment sur le bac, la Belgique aussi, ça se joue à la fin, sur le bac. Pareil pour l'Irlande. Donc il y a des pays comme ça qui sont, voilà. Il y a aussi des pays qui vont, comme les Pays-Bas, qui vont avoir des notes assez basses d'entrée souvent, mais par contre, il y a une deuxième sélection un peu comme en France, en fac, en première année. Moins drastique que la fac en France où on voit des taux d'échec très, très élevés, mais ce qu'ils appellent le Binding Study Advice aux Pays-Bas, il y a 5 à 15 des élèves qui vont pas passer en deuxième année, qui vont même être éliminés du programme. D'accord. Donc ça donne la chance à des élèves qui avaient 11, 12, 13 de moyenne, de rentrer dans des supers universités, Leiden, Amsterdam, Erasmus et cetera. Par contre, il faut s'accrocher en première année pour pas être dans le bottom 10 ça voilà, donc il y a des opportunités, quel que soit le dossier scolaire, quel que soit, le budget de la famille. L'anglais par contre, là c'est plus dur. Il y a quelques écoles qui permettent d'avoir des programmes un peu d'enrichment en parallèle et là, il faut se dire que ça veut dire que les élèves sont en compétition avec des élèves souvent natifs, et qu'en plus de tous les cours, ils ont des cours d'anglais en plus sur le côté. Ouais, c'est sûr. Il vaut mieux essayer d'arriver à ce niveau-là, en tout cas à un niveau B2 avant de partir parce que c'est compliqué. Ça fait un autre challenge en plus de toute la transition. Donc si on doit résumer tout ce qu'on vient de se dire, les 3 qualités d'un dossier solide à l'international aujourd'hui, ce serait Alors, l'anglais? l'anglais, ça c'est clair. Hem, alors je sais pas si c'est une qualité de dossier, mais la proactivité, ceux qui dit marteau, L'anticipation? anticipation tout à fait. Et puis après je dirais la motivation. C'est ça en fait les clés. Le dossier scolaire, évidemment, si on peut, si l'élève peut se mettre à bosser plus dur pour, avoir telle ou telle note ou bosser un SAT et cetera, ça va pouvoir augmenter, ouvrir d'autres portes. Mais une famille, un élève, où le niveau d'anglais, est là ou en tout cas est en cours d'arriver là où on veut d'ici la terminale, motivé, et qui, s'y prennent, bien à l'avance, il aura des options. OK. Alors avant de passer aux 3x3, est-ce qu'il y a des derniers petits secrets que tu peux nous dire, des destinations sous-cotées, auxquelles on ne pense pas, des formats auxquels les familles ne pensent pas? Tu parlais des bachelors à l'étranger, des retours en grandes écoles, ça commence à être, Ouais, savoir de plus en plus. de plus en plus en fait, parfois il faut regarder, heu, l'école partenaire, en fait, l'université partenaire, et où qu'est-ce qui me permet de passer hors Parcoursup. Là, j'ai par exemple un élève, que on vient de commencer à accompagner. Sur Parcoursup, ça passe pas. Le dossier est pas au niveau par rapport à ce qu'il visait. Eh bien, la Schema, par exemple, c'était une business school qu'il visait. On va passer par l'EADA à Barcelone, en candidatant directement, à Barcelone, en faisant les 2 premières années là-bas et puis après les 2 autres années, à Sodemeutr, voilà et récupérer au final le bachelor comme ça. Donc beaucoup de doubles diplômes qui peuvent être, hyper intéressants, et puis des programmes tout en anglais. Bah, là, je reviens de Prague. Incroyable, hein, une ville qui est belle, qui est sûre, qui est pas si chère que ça comparé à d'autres destinations, avec des programmes de grande qualité, tout en anglais, donc ça peut être des premiers cycles, top pour après repartir ailleurs. Et puis des programmes comme ça dans des pays qui sont pas anglophones, mais où il y a une bonne école qui se démarque, qui s'ouvre aux étudiants internationaux.
Et donc il y a des petits bijoux un peu partout. Là, je parlais tout à l'heure du Japon. En fait, on peut trouver comme ça, une super école, et ouais, il y a vraiment des belles choses. Bon, Alban, pour terminer, on va faire notre 3 fois 3. Alors, les 3 erreurs à éviter quand on veut candidater à l'international? Alors je vais me répéter un petit peu, mais démarrer trop tard. Donc s'y prendre trop tard. Penser, à la française, donc penser que le la manière dont les dossiers vont être évalués va être, équivalent à Parcoursup, alors qu'il y a vraiment des comme on a pu le voir, des différences entre les pays. Et puis ne pas parler, en famille du budget, et se dire: «On garde ça pour plus tard, on va voir les offres qu'on reçoit». Alors que c'est une conversation qu'il faut avoir en amont, pour que les choses deviennent réalistes et que du coup, le départ soit possible. Il faut, voilà, être honnête, faire les calculs et se dire: «Quelle est l'enveloppe?» Ce qui permet de viser juste. OK, 3 ressources ou 3 outils que tu recommandes aux lycéens? Alors, un outil que je recommande, notamment quand on se prépare au SAT, Khan Academy, Khan Academy, ressources illimitées, gratuites pour se préparer, aux tests. Big Future, du College Board, qui est une ressource pour les États-Unis en termes de on peut rentrer ses critères et cetera, mon budget, qu'est-ce que je vise comme state, qu'est-ce que je vise comme, domaine d'études et cetera, quelles sont mes notes et tout. Ils peuvent vraiment, aider à déjà, dégrossir un petit peu une liste. Et puis un autre site un peu, référence, ça c'est un peu par pays, hein, donc il y en a quand même pas mal, mais UCAS, parce que c'est centralisé au Royaume-Uni, et c'est autant la plateforme qui sert à faire les candidatures que de, faire toutes ces recherches et tout est à jour là-dessus. Donc c'est la plateforme pour le Royaume-Uni. Bon, 3 mots pour, résumer l'approche d'Anywhere Uni. Alors, je dirais qu'on est, à l'écoute. On n'est pas tous psychologues dans les conseillers, mais tout le monde a soit de l'expérience avec, à travailler avec des jeunes, soit une formation un peu en psychologie. Donc, à l'écoute. Hem, on est, l'objectif, c'est, que le jeune mûrisse, en fait, et que l'accompagnement en lui-même ait de la valeur. C'est-à-dire que, quand on vise notamment le top, top aux États-Unis, hein, chaque année, on a des élèves qui sont pris dans des Ivy League, Harvard et cetera, mais c'est pas tout le monde qui arrive à décrocher ce genre d'université. Mais le parcours en lui-même, c'est un vrai parcours de connaissance de soi, et donc les jeunes, mûrissent, apprennent à se connaître. Voilà, donc je dirais, écoute, développement personnel, des jeunes, et puis international, alors vraiment une ouverture sur souvent des opportunités où les familles arrivent avec une idée en tête parce qu'ils ont entendu parler de 2-3 noms et puis, au final, c'est pour ça que quand on me dit, vos statistiques sur votre top 3, en fait, enfin sur le top 3 des élèves, et en fait, beh, tu vois, d'abord on va travailler avec le jeune, on va construire un projet et puis ensuite on vous garantit que sur le top 3, le top 5, ça va rentrer, mais il faut apprendre à connaître. Donc vraiment une ouverture, on va dire, à des opportunités qui sont peut-être moins connues parfois. Allez, et donc pour finir, imaginons qu'un parent ou un jeune, se demande, si les études à l'étranger sont faites pour lui. Qu'est-ce que tu lui dirais pour le convaincre? N'ayez pas peur. Vraiment, je pense que voilà, à part, il y a je dirais voilà, pour être tout à fait honnête, je dirais attention quand même aux métiers, hem, aux vocationnels. Donc quand on pense à la santé, à la médecine, le profession d'architecte, de psychologue, voilà, où il y a vraiment des titres, là, il faut faire quand même attention, il faut bien réfléchir. Ça ne veut pas dire qu'il y a pas des possibilités. On peut faire du droit ailleurs, démarrer, reprendre après, passer le barreau en France, il y a des équivalences et des choses qui existent entre le Québec, entre la France, dans l'Union européenne, beaucoup de potentiel de mobilité. Mais voilà, n'ayez pas peur, en tout cas dans la plupart des domaines, les sciences sociales, les sciences po, relations internationales, le business, et cetera. On peut tout à fait démarrer au Canada, aux États-Unis, revenir en France en grande école, par les concours passerelles, et cetera. Les parcours maintenant sont, multi-pays et les entreprises françaises l'apprécient de plus en plus. Des jeunes qui ont été exposés à la culture, internationale, anglophone, qui maîtrisent la langue, et qui ont un diplôme, non seulement français, mais aussi international. Donc c'est extrêmement valorisé. Donc je dirais il y a vraiment pas de raison, de ne pas, le considérer. On n'est pas parfois pas prêt à partir tout de suite au premier cycle. On fera juste un échange et on partira au niveau master, par exemple. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'on est dans une époque où c'est incontournable. Génial, merci Alban pour Bah, c'était un toute plaisir. ta science que tu nous as partagée. Merci Laurent.